Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MUSEM, bienvenue dans cette immense cité culturelle ouverte sur le large, ouverte sur la Méditerranée. Place au lundi d'après, ce rendez-vous consacré à l'actualité internationale en partenariat avec Mediapart et le MUSEM. Aujourd'hui, nous partons en Algérie. Voilà 2 ans que le peuple algérien s'est soulevé contre le système, réclamant un état de droit porté par le Hirak. Cette révolte inédite a entraîné la chute du président inamovible Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis plus de 20 ans. Depuis lors, le régime tente de se régénérer par tous les moyens et redouble de répression envers les militants pro-démocratie. En décembre 2019, un nouveau président imposé par l'armée, élu au forceps, a été élu sur fond d'une abstention record. 1 an plus tard, ce président, Abdelmajid Tebboune, se débat avec une impopularité maximale, mais aussi avec le Covid-19 qui l'a durement frappé. Après plusieurs mois d'hospitalisation en Allemagne, il était de retour en Algérie, mais il a dû retourner à Berlin pour une complication au pied. Sa maladie et son absence ravivent le souvenir humiliant de la vacance au pouvoir qui a marqué la fin de règne du président Bouteflika. Où en est aujourd'hui l'Algérie nouvelle, tant vantée par le pouvoir algérien? Existe-t-elle vraiment? On fait le point avec nos 2 invités. Karima Direj, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Maghreb. Vous avez longtemps dirigé l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis. Avec nous également Amel Boubaker, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos recherches portent sur l'islam de France, les scènes politiques au Maghreb et les politiques étrangères euro-arabes. On compte sur vous pour nous éclairer parce que l'avenir, le contexte politique aujourd'hui algérien apparaît bouché dans une incertitude qui nous rappelle celle d'il y a 2 ans, quand on se demandait si Abdelaziz Bouteflika allait vraiment rempiler pour un 5e mandat, comme le laissait entendre son entourage, alors qu'il était cloué à un fauteuil roulant et totalement absent de la scène politique. Est-ce que l'Algérie est condamnée à vivre dans cette incertitude politique? Karima? Alors, pour répondre à une de vos questions, c'est qu'on a le sentiment de revivre, les Algériens ont le sentiment de revivre le même scénario qui se déroulait sous Bouteflika, mais bon, mais avec l'enchantement en moins. En fait, c'est-à-dire que le 22 février 2019, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, une contestation tout à fait inédite, cette façon d'occuper l'espace public par des centaines de milliers d'Algériens qui ont dépassé en fait la peur de la mobilisation générale et donc avec un espoir qui correspondait, qui était proportionnel au caractère massif de la mobilisation, donc l'enchantement était réel et cette mobilisation effectivement avait débouché sur des choses intéressantes, voilà, la destitution de Bouteflika et puis donc tout un certain nombre d'actions prises, notamment l'emprisonnement d'oligarques, d'entrepreneurs totalement corrompus, enfin, de membres du régime très connus qui étaient totalement dans une forme d'impunité, qui se retrouvent en prison. Donc cette mobilisation avait bien fait cet effet-là, en fait. Voilà. Bon, le seul souci, c'est que la réponse à cette mobilisation par le régime algérien était bien évidemment cette forme d'obsession de la Constitution et de faire en sorte que la vacance du pouvoir soit la plus courte possible. Et puis ce projet de réforme de la Constitution, bon, c'était, semble-t-il, la seule façon pour le régime politique de répondre à ça. Et puis voilà, l'affaire est réglée et c'est terminé. Ce régime a eu une chance insolente puisque le coronavirus est invité dans le Hirak, donc, et que les manifestants ont pris par eux-mêmes en fait la décision de faire une trêve, on va dire, de s'arrêter. Et puis, on connaît la suite, c'est-à-dire la répression massive à la fois sur les manifestants et sur tous ceux qui prenaient la parole de façon un peu contestataire, puisqu'aujourd'hui nous avons
nous avons une centaine de personnes qui sont détenues. On va y consacrer pour délit d'opinion. Et donc, on a l'impression, là, aujourd'hui, que la présidence de Tebboune, outre le fait qu'effectivement réactive le souvenir de Bouteflika, c'est-à-dire un président absent et absolument pas du tout à la tête du pays, mais surtout une présidence marquée par une très, très forte répression. Donc voilà, le sentiment que c'est la même chose, mais que rien n'a bougé. Vous êtes d'accord avec Karima, Amel, sur cette incertitude politique, ce sentiment que rien n'a changé? La question du changement, elle est fondamentale en Algérie et elle a été posée bien avant le Hirak. Les 20 dernières années du règne de Bouteflika, pour la grande majorité des observateurs, c'était un régime finalement, certes avec des aspects autoritaires, mais qui avait instauré une espèce de stabilité économique à travers un deal tacite avec les Algériens qui était, au sortir de la guerre civile, eh bien on va vous redistribuer certes des miettes de rente, mais vous allez voir votre niveau socio-économique s'améliorer. Et en échange, il n'y aura pas de justice transitionnelle. On va fermer la parenthèse de la guerre civile, on va ramener un président plus ou moins bien élu, mais en tout cas en lui donnant une étiquette de président civil. L'armée va faire un pas en arrière. La guerre civile était terminée. C'était vraiment ça l'objectif de l'installation de Bouteflika au début des années 2000. Et puis est venu le printemps arabe. Et là, effectivement, on a commencé à se poser la question de la manière dont les protestations pouvaient, dans les pays voisins notamment, pouvaient ébranler ce modèle qui apparaissait si solide, ce modèle de gouvernance algérien. Mais finalement, on a très vite fait passer l'Algérie à la trappe parce que justement, il n'y avait pas eu de printemps arabe en Algérie. Et puis lorsque le Hirak a commencé, effectivement, on n'a pas su quoi faire de cet objet. Et on n'a pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'une part d'un résultat des dysfonctionnements internes au régime, c'est-à-dire une crise de succession, l'incapacité de donner un sens aux institutions de l'État, l'incapacité aussi de se reposer sur un modèle économique rentier avec, ad minima, une productivité économique, une liberté d'entreprendre qui pourrait permettre aux Algériens de respirer. Et donc le Hirak est le produit de ces dysfonctionnements internes au régime, avec aussi cette question irrésolue depuis 1992, quel doit être le rôle de l'armée en politique. L'Algérie, depuis 1992, c'est un régime militaire putschiste qui organise des élections certes pluralistes, mais sans aucune compétition réelle. Elle fait et défait les présidents depuis l'indépendance en 1962. Et donc ce champ politique qui est figé depuis 1992, et voire, comme vous l'avez mentionné, depuis 1962, et tous ces dysfonctionnements internes, ils ont donné lieu au Hirak. Mais il y a aussi, dans la société civile algérienne et dans la vie très intime des Algériens, une politisation de l'injustice personnel, individuel, qui se plaint de l'état désastreux des hôpitaux publics, qui se plaint de l'état désastreux de l'éducation publique. Un des slogans principaux du Hirak, c'était « Weynek, weynek ya al-adala » où est la justice, où est le droit, où est le droit. Et donc, toute cette politisation et cette mise en commun de sentiments individuels d'injustice a donné le Hirak. Et ça, c'est le changement en réalité. Aujourd'hui, on est certes dans ce qui pourrait apparaître une impasse, mais il y a des dynamiques qui continuent de travailler la société algérienne en termes de volonté d'accéder à un meilleur niveau de vie, d'en finir avec aussi le credo, et j'ai envie de dire la fable des années 90, pardon, c'est-à-dire l'idée que les Algériens ne puissent pas se réunir dans la rue, sinon c'est la fitna, c'est la discorde, c'est le chaos, c'est la guerre civile qui revient. Ça, c'est un tabou que le Hirak a permis d'abattre. Et puis, il y a aussi les difficultés internes du régime, comme je le disais, cette incapacité à trouver une succession, cette incapacité aussi, certes, nous avons un régime qui dure, qui est solide, qui est toujours là, notamment dans son installation par l'armée, mais nous avons un État qui est en faillite. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, et notamment sous la présidence Tebboune, c'est combien de temps le régime algérien va pouvoir continuer à être solide et résilient sur les bases d'un État en faillite. Karima, combien de temps justement le régime
va-t-il pouvoir tenir ainsi avec ce président absent? Ce que nous disait aussi Amel, et je trouve que c'est intéressant, c'est le Hirak est arrivé et on n'a pas su quoi faire. C'est qui le on en fait? Parce qu'on parle du régime, on parle du système, mais tout ça c'est flou, c'est vague. C'est qui les forces au pouvoir, les forces qui gouvernent? Alors pour juste surenchérir sur ce que vient de dire Amel, sur la question du dynamisme de la société algérienne, le Hirak a véritablement rendu audible une société civile qui était totalement inaudible et qu'on ne voyait pas tant on a pris l'habitude d'analyser la société algérienne de façon macro, avec des paradigmes, des paradigmes politiques qui ne permettaient de voir en fait qu'un aspect en fait de cette société-là et des pratiques de gouvernance. Et là, effectivement, cette société civile qui apparaît est le résultat de dynamiques extrêmement profondes en fait, qui transformaient silencieusement la société algérienne depuis les années 80. Ça, c'est une chose réelle et ça, c'est vraiment un acquis qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération dans la mesure où cette société civile, comme disait Amel, dans cette intimité en fait de ce sentiment politique d'injustice, de non-droit, etc., a cultivé et a expérimenté dans le Hirak quasiment en direct une expérience de citoyenneté critique et contestataire. Ça, je pense que c'est vraiment un moment clé en fait et que qui va avoir en fait des effets et des répercussions, mais même à moyen terme. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever de la tête ou de la pratique des Algériens aujourd'hui. Alors combien de temps ça va durer? Si les sciences sociales pouvaient prophétiser sur la durée effectivement des longues agonies d'États autoritaires, ce serait formidable, mais on n'est pas capable de le dire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement le système est complètement enrayé, totalement enrayé dans la mesure d'abord où les élections ne représentent plus rien. Oui, parlons de la dernière élection. De la dernière élection, que ce soit les élections présidentielles de décembre 2019 ou même celle du référendum. Donc, parlons de celle du référendum. Celle du référendum, je veux dire, où le taux était un des plus bas dans l'histoire. Mais pour la première fois, algérienne. Les autorités l'ont reconnu. L'ont reconnu, oui, mais je crois que c'était 23% et je pense même, Mais on n'a pas maquillé le chiffre. On n'a pas maquillé le chiffre, oui. Alors justement, comme on n'a pas maquillé le chiffre, c'est l'Algérie nouvelle. Est-ce que c'est l'Algérie nouvelle? Je sais pas, oui, ou peut-être que les faits sont têtus et qu'on prend la mesure des choses, peut-être. En tout cas, les élections ne représentent quasiment plus rien, puisque de toute façon, la crise de confiance envers l'État et envers les élites dirigeantes est telle que de toute façon, ça ne représente quasiment rien. Vous savez, Tebboune, on dit en Algérie qu'il est le président le plus mal élu de l'histoire algérienne depuis 62, je veux dire. On sait très bien l'imposture de ces élections présidentielles et le trucage des élections, bon, c'est un fait établi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce système qui est complètement enrayé? C'est que aucune élite dirigeante représentative de la population. On a les mêmes principes de gouvernance qui n'ont pas bougé d'un iota, selon les mêmes principes d'oligarchie, de réseaux financiers, même comme je disais tout à l'heure, certains oligarques et entrepreneurs sont en prison pour corruption, mais d'autres ont occupé la place, donc ça c'est une chose aussi. Un autre fait, c'est que on ne peut plus distribuer l'argent pour acheter la paix sociale, comme on l'a fait sous les 4 mandats de Bouteflika, parce que de toute façon, il y a quasiment plus d'argent et la rente des hydrocarbures s'est totalement anémiée. Et puis, on a une armée qui clairement n'a pas l'intention de négocier quoi que ce soit. C'est en ce sens-là que le système est complètement enrayé. Et de l'autre côté, de la contestation de ce mouvement du Hirak, on n'a pas sauté le pas et on n'a pas passé l'étape justement de la représentativité du Hirak, quelque chose peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure, oui, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est très très important et qui participe au blocage du système. Pour sortir de cette impasse et de cette confrontation binaire, d'un côté le régime, le pouvoir, le système, de l'autre le peuple ou une partie du peuple, parce qu'aujourd'hui aussi, quel est l'état d'esprit des Algériennes et des Algériens, de la société algérienne? Je crois que les 2 ans du Hirak, c'est aussi un moment très opportun pour pouvoir un petit peu revenir sur cette romanticisation du Hirak comme un mouvement de masse, comme un mouvement révolutionnaire dont le but était de faire tabula rasa.
Je l'ai dit, c'était aussi la conjonction d'intérêts particuliers. Des gens étaient dans le Hirak. Moi, j'en ai rencontré parce que, alors par exemple, d'anciens cadres d'entreprises publiques qui avaient souffert de la politique de l'ancien Premier ministre Yahya, donc cette politique de privatisation, et qui s'étaient retrouvés injustement accusés de corruption. D'autres qui attendaient leur dossier ADL, donc ce sont des logements subventionnés par l'État depuis 20 ans et qui se retrouvaient à vivre à 15 chez leurs parents et qui avaient eu des enfants et leurs enfants étaient en âge de se marier. Et donc, ils venaient déverser cette frustration dans le Hirak. Les jeunes des quartiers populaires qui se sentaient marginalisés et puis surtout inexistants en fait dans la société algérienne. Donc il y avait tous ces intérêts particuliers. Il y avait même des handicapés, des retraités, beaucoup de retraités aussi, hein, les deux catégories de la population ayant des allocations retraite et handicap absolument dérisoires et anecdotiques. Donc c'était un peu tout ça, le Hirak, c'était cette mise en commun. Mais en même temps, on ne peut pas nier ou en tout cas mettre de côté les dynamiques, la temporalité du Hirak. C'est-à-dire que cette adhésion du Hirak, au début, elle a été, et ça c'est quelque chose que moi je n'avais pas personnellement perçu au début, mais dont j'ai pu me rendre compte après, elle avait été aussi massive parce que l'armée avait donné le feu vert. Et que les hirakistes les appellent Jma'at Khawa Khawa, c'est-à-dire les groupes des fraternisants, parce que c'est un slogan du Hirak qui disait « le peuple et l'armée sont frères ». Alors bien sûr, c'est très facile d'instrumentaliser les slogans et de lancer un slogan pour qu'il soit repris par la foule, mais du moins ça représentait une réalité. Et les médias algériens aussi, les médias, les nouveaux, donc bien sûr la télévision unique publique, mais aussi les nouveaux médias qui ont émergé depuis une dizaine d'années, tels que Shorouk, Nahar, et qui sont des médias extrêmement serviles en fait, dans un rapport clientéliste avec le régime, ont eux aussi couvert le Hirak au début de manière très très panagérique et ont encouragé les gens à prendre la rue. Lorsque l'armée a essayé de siffler la fin de la partie, là, effectivement, la majorité, cette masse, puisqu'il faut parler de manière un peu grossière de la dynamique du Hirak et de la manière dont le Hirak a été perçu par les Algériens, ont été un petit peu plus réticents. C'est-à-dire que finalement, pour une partie de la population, Bouteflika était parti et ça devait suffire. Là où il y a eu une nouvelle dynamique très intéressante, c'est effectivement sur la politisation grandissante de gens qui ne voulaient pas rentrer chez eux et qui voulaient faire du Hirak à un moment à pérenniser pour pouvoir justement mettre en place une dynamique de fond de révision des institutions, de plus de représentativité, de dénonciation de la corruption. Aujourd'hui, une affaire récente, les lanceurs d'alerte qui dénoncent la corruption se retrouvent toujours en prison en Algérie. Donc il y avait comme ça une espèce de schisme entre et d'ailleurs l'armée a joué aussi sur cette idée qu'il y avait un vrai Hirak, celui qui devait être célébré et encensé, et puis un Hirak qui était beaucoup plus un Hirak d'empêcheur de tourner en rond. Et la question qui se pose maintenant, c'est effectivement sur ceux qui sont restés dans la rue et qui pensent que la nécessité pour le Hirak de revenir est impérieuse parce qu'il n'y a pas pour eux d'autres moyens de mettre pression ou de faire pression sur le régime. Eh bien, ces gens-là, oui, se posent des questions et divergent parfois, notamment sur la question des négociations avec le pouvoir. Certains expliquent que tant que les institutions sont contrôlées par le haut, qu'elles ne sont pas transparentes, qu'il n'y a pas la possibilité de monitorer des élections aussi pour pouvoir s'assurer de leur crédibilité, eh bien rien ne sert d'avoir des négociations avec Tebboune qui pour eux aussi ne représentent pas la centralité ou la réalité du pouvoir politique. D'autres, et c'est notamment le cas des partis politiques qui ont essayé tout de même de se raccrocher à la vague du Hirak très tôt, pensent que c'est une opportunité de pouvoir changer le système de l'intérieur. Mais c'est une vieille question en Algérie et jusqu'à présent, et notamment dans les 20 années de Bouteflika où des élections locales, législatives ont été organisées, effectivement, on a eu une nouvelle clientèle de partis qui a émergé, mais celle-ci n'a pu survivre que parce qu'elle a accepté de suivre la feuille de route du régime. Et la feuille de route du régime, c'est effectivement celle dont je parlais. L'armée siffle la fin de la partie, Tebboune est le nouveau président, il va organiser des élections, ou il va tenter d'organiser des élections locales et législatives, et c'est notamment la révision du code électoral qui a été proposée par cette nouvelle constitution,
afin non pas d'ouvrir le système et de démocratiser, si je peux le dire comme ça, les institutions, mais de renouveler sa clientèle. Parce qu'il faut aussi savoir que la clientèle que Bouteflika avait créée, cette multiplication des réseaux, notamment des réseaux d'entrepreneurs privés dont parlait Karima, eh bien, il y a eu un vide, en fait, qui a été laissé par la disparition de ces clientèles. Alors, beaucoup se sont reconvertis et sont maintenant très proches de Tebboune et encensent l'armée comme leader et donneur d'impulsion principale dans le pays. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté d'illustrer une Algérie nouvelle avec de nouveaux visages, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a une question de crédibilité, bien entendu. Mais même la politique populiste a été mise à mal, notamment par la gestion du Covid, la gestion désastreuse du Covid. Les gens savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas compter sur l'État, au vu de sa décassie, mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent peut-être même plus compter sur le régime pour redistribuer cette rente dont Karim a parlé, et pour aussi, même s'ils font partie de circuits privilégiés et qu'ils acceptent la corruption, eh bien, ils n'en voient même pas le bout, ils ne voient pas la logique, en fait, du régime. Et j'ai envie de dire, le régime lui-même ne voit pas le bout de sa propre logique, si ce n'est rester au pouvoir et s'approprier les ressources le maximum de temps. Mais Karima, cette élection pour une nouvelle constitution à l'automne, son résultat constitue une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent continuent le Hirak, quand bien même la pandémie a stoppé les manifestations. On a vu la population algérienne électorale dire massivement non au plan du nouveau président qui espérait se racheter une légitimité et une popularité avec ce référendum. Alors oui, donc cette constitution devait traduire la volonté du changement radical en article constitutionnel et prolonger la promesse de Tebboune de tendre la main à cette Algérie nouvelle qui complémentait, qui ne cessait de rendre hommage, etc. Il faut savoir aussi que cette constitution, il faut la replacer en fait dans l'agenda politique en fait des élites dirigeantes, puisqu'elle était censée être la réponse à cette demande du Hirak, qui était quand même autre, dont une partie ne voulait pas d'une révision constitutionnelle, mais d'une autre constitution qui aurait été réfléchie et conçue par une instance totalement indépendante des partis, etc., et qui aurait proposé effectivement, qui aurait fait ce projet de nouveau. Exactement, idée collective, voilà, c'était ça en fait. Donc en fait, c'est une réponse un peu biaisée et qui, dans l'agenda politique du régime, devait clore définitivement le débat et en même temps aurait d'une certaine façon en fait fait que le Hirak aurait transféré sa légitimité au pouvoir. En fait, c'était ça. Et c'est pas vraiment la lecture en fait. Ça renvoie pas vraiment à la réalité. Donc cette constitution, elle a pas renouvelé il n'y a pas d'alternative politique dans le paysage politique. Parce que les élites sont incapables de se renouveler. Et c'est vraiment cette question-là de non-renouvellement. Mais parce que je pense qu'on a un système aussi, mais peut-être que Amel le dira bien mieux que moi, puisqu'elle est politiste, et qu'en fait, incapable de se renouveler, tant en fait la matrice politique est une matrice faite de cooptation, de clientèle, d'allégeances diverses. Donc là, c'est un peu, je dirais, le logiciel politique, vraiment, de l'Algérie depuis 62. Cette incapacité des élites à se renouveler, parce qu'il n'y a pas dans l'espace public, l'espace politique, la possibilité à ce qu'il y ait des alternatives politiques nouvelles. C'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place, de toute façon. Et puis aussi, donc on voit bien que cette constitution telle qu'elle a été proposée, en fait, cette révision de la constitution telle qu'elle a été proposée, c'est pas véritablement une réponse qui satisfait l'ensemble des Algériens. Et on voit aussi cette réflexion sur
comment je dirais, sur ce manque de solutions. Moi, c'est le sentiment que j'ai depuis le départ, c'est-à-dire c'est qu'on a quand même en Algérie des élites dirigeantes qui sont déconnectées de la réalité, réellement. Et on voit bien, et moi ça m'a toujours frappée, même si maintenant ça fait 2 ans et que la mobilisation, elle s'est complexifiée, il y a une évolution, voilà, qui est celle des 2 années passées, qui fait que on a cette espèce d'écart gigantesque, en fait, et je l'ai déjà dit, entre une espèce de logiciel obsolète, extrêmement résistant et résilient, il n'est pas question qu'il laisse la place, quand même à des attentes sociétales très diverses, comme le disait Amel, parce que là aussi, c'est peut-être une des raisons de la difficulté à ce que le Hirak propose aussi un projet social et politique suffisamment fédérateur, c'est que le Hirak a montré aussi des divergences extrêmement profondes au sein de la société algérienne, qui vont, c'est pas demain la veille qu'on va se mettre d'accord parce qu'on s'est mis dans le Hirak tous ensemble et qu'on est d'accord. Il y a une espèce de consensus sur le rejet du régime politique qui a été au début sur le rejet du 5e mandat, etc., puis après qui a évolué en rejet du système politique, mais il n'y a pas forcément consensus sur des sujets qui sont des sujets profonds, graves à la société, la question du modèle économique, la question des libertés individuelles, la question, on voit bien, la question de la place de la femme, en fait, dans la société, enfin, toutes ces séries de choses qui montrent, en fait, une très, très grande divergence. Donc, en fait, la question de la Constitution n'a absolument rien réglé, juste pour se donner un alibi au niveau de l'État, que finalement, on a répondu à l'attente du Hirak et que finalement, en le faisant, le Hirak a transféré sa légitimité au nouveau régime qui est tout à fait à l'écoute de la société algérienne. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour dépasser cette incapacité pour le Hirak, pour ceux qui portent encore le Hirak aujourd'hui, à s'organiser pour porter sur le plan politique leurs idées? Alors, bon, comme le disait Karima, le Hirak, c'est des communautés interprétatives qui diverses, qui ont trouvé une structure d'opportunité qui s'est présentée à eux, qui l'ont saisie pour avancer leurs demandes et leur dénonciation du régime. Ça, c'est un fait. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, je vais vous donner un exemple. Tebboune, dans cette idée d'Algérie nouvelle, a voulu mettre l'accent sur ce qu'il a appelé les zones d'ombre. Donc en fait, il s'agit des endroits, des parties du pays défavorisées, les espaces ruraux oubliés où l'électricité n'arrive parfois pas, donc pour un pays rentier. Donc c'est véritablement... l'idée c'était... et donc à chaque fois, nous avons Tebboune ou le Premier ministre ou le ministre de tutelle qui s'énerve et qui, devant les caméras de télévision, explique que rien n'est fait, que le budget a été grignoté par la corruption, que c'est insupportable. Il y a même un médiateur de la République qui a été nommé et qui en fait a parcouru différentes wilayas, donc différentes parties du pays, pour récolter les doléances des citoyens dans cet esprit dont parlait Karima, de se substituer au Hirak et de, comme le régime l'a toujours fait, d'internaliser les demandes de changement pour les utiliser et raffermir sa propre légitimité. Le problème, c'est la question de l'alternative. C'est-à-dire qu'effectivement, ce médiateur, il a recueilli plein de doléances, il a expliqué que oui, la corruption grignotait la société algérienne, qu'il y avait des injustices sociales et des différences sociales manifestes dans le pays, mais aucune réforme structurelle ne sera réalisée. Donc, vous pouvez avoir une nouvelle constitution, vous pouvez recueillir les doléances, vous pouvez déclarer vouloir vous occuper de ces zones d'ombre dans le pays, mais si aucune réforme structurelle, c'est-à-dire si la justice est toujours pieds et poings liés, ce qu'on appelle la justice du téléphone, c'est-à-dire que les juges, les magistrats reçoivent leurs instructions de la part des gouverneurs locaux, des ministres, etc. Tant que le débat public aussi et la sensibilisation à ce qu'est le politique, et je vais y revenir,
est empêchée. Au début du Hirak, dans la rue, des débats ont été lancés, des débats publics. Les Algériens se sont passionnés pour la chose politique, y compris dans son versant le plus institutionnellement ennuyeux. Je me souviens par exemple que les Algériens discutaient les différents articles de la Constitution. Donc il y avait cette volonté de réinvestir l'État. Mais tant que l'État est privatisé par le régime et que les institutions sont, comme le Parlement par exemple, la Cour des comptes, enfin il y a eu un rapport de la Cour des comptes justement sur cette supposée Algérie ancienne et comment les oligarques de Bouteflika auraient saigné l'Algérie grâce à l'octroi de marchés publics de gré à gré, etc. Mais rien n'en est fait. La question aussi du retour des avoirs, par exemple, que Tebboune a évoqué du bout des lèvres sous la pression du Hirak, rien n'est fait. Donc si vous voulez, tant que ces institutions de l'État algérien continue de soutenir le régime dans son accaparement des ressources économiques, de légitimité, les ressources aussi symboliques en termes de seul acteur capable de réformer, d'avoir cette légitimité révolutionnaire et de marginaliser un ensemble comme le Hirak, eh bien, rien ne changera. Donc, peut-être que sur la question du politique, c'est important parce que, vous savez, en Algérie, on peut avoir une idée de l'Algérie comme ça, très globale. Oui, c'est l'armée contre le Hirak, etc. Très dual. Et en réalité, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Si je parle du politique tel que je le lis dans les journaux, arabophones, francophones, peu importe, tel que je vois à la télé, eh bien, je vais parler, par exemple, de guerre des clans. Okay, je vais expliquer que Tebboune est sur la sellette et que les militaires ont envie de changer de président et que donc il y a une réflexion. Si je parle de la politique réelle, et du politique dans le sens où les gens décident de ce qu'est un problème et décident ensemble de quel type de solution y apporter, eh bien, je vais vous parler en fait de manière très concrète et très pragmatique de la difficulté à obtenir une fiche d'état civil, de l'obligation de passer par un réseau d'interconnaissance. Et on pourra dire peut-être un mot de la fonction publique et des segments de la population aussi qui, à mon avis, bloquent ou en tout cas représentent peut-être un obstacle aussi à des discussions plus poussées sur la réforme, sur l'ouverture, sur la réforme des institutions. Mais c'est vraiment là, en fait, qu'est le blocage. C'est sur la capacité à réfléchir, et je peux vous parler par exemple de ce qu'on appelle les imams CCP, c'est-à-dire CCP du nom d'une banque où en fait ce sont ces imams qui sont mensualisés, qui sont payés par le régime et qui ont eu un discours de culpabilisation sur le fait que prendre la rue c'était pas bien, qu'il fallait respecter le gouverneur, etc. d'un point de vue islamique. Je vous ai parlé des médias. Donc il n'y a pas que le régime versus le Hirak, il y a toute une culture politique de l'empêchement et de l'attente, parce que c'est vraiment une culture de la politique de l'attente, attendre que soit le régime par la volonté du Saint-Esprit se démocratise et soit disposé à discuter, à négocier, ou attendre qu'une révolution balaye tout. Et bien finalement, l'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est un entre-deux avec, pour chaque segment de la population, des petits intérêts, des petits calculs, mais surtout, une nécessité de renouveler le débat sur ce que ça veut dire le changement et ce que ça veut dire l'ouverture et la réforme des institutions. Et donc des forces plus ou moins fortes et immobilisatrices ou en mouvement, si je comprends bien. Oui, mais les forces, en fait, il est évident, par exemple, que dans le Hirak, on a les leaders politiques de demain, les leaders des nouveaux partis. On a cette nouvelle génération. On a aussi toute une génération d'artistes critiques qui arrivent à mobiliser le public algérien. On a plein de groupes sur les réseaux sociaux. Donc c'est une dynamique sociétale forte qui ne va pas s'éteindre demain et qui ne s'est pas éteinte avec les manifestations. Bien sûr, alors on a l'Algérie de demain et on a l'Algérie d'aujourd'hui, effectivement, dans ces forces qui mènent le Hirak. Je voudrais qu'on parle de quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, qui, je pense, a une importance aussi capitale dans ce qui se joue aujourd'hui en Algérie, c'est la question de la répression qui est de plus en plus féroce, qui a été accentuée sous l'opportunité qu'a pu représenter la pandémie de Covid-19. On a des dizaines de citoyens et citoyennes qui sont
arrêtés, emprisonnés, des étudiants, des figures du mouvement, des opposants, des journalistes. On ne compte plus les emblèmes tels que Khaled Drareni, journaliste, emprisonné pour avoir fait son métier, Walid Keshida, activiste, emprisonné pour des mèmes moquant le pouvoir, ou encore Walid Nekish, 25 ans, resté plus d'1 an en détention administrative. Son histoire est en train de provoquer une onde de choc en Algérie. Il a raconté les sévices sexuels subis en prison, sévices qu'il faut nommer tels qu'ils sont, c'est un viol. Comment comprendre cette répression qui s'est encore plus accentuée depuis la pandémie de Covid-19 ? Et on reviendra plus spécifiquement aussi sur le cas de Walid Nekish qui a brisé une vraie omerta en racontant ce qui lui est arrivé dans des pays où le tabou, la sexualité reste un tabou, et y compris dans les abus et les violations. Oui, comme on le disait en introduction, la présidence de Tebboune est évidemment marquée par la répression qui s'est abattue sur donc les éléments contestataires, et on le voit bien clairement que le resserrement de l'appareil sécuritaire sur les individus, mais aussi sur les médias, sur la presse, notamment sur les médias indépendants, et donc qui fait qu'aujourd'hui, on peut constater qu'une centaine de personnes sont en prison pour délit d'opinion. En ce qui me concerne, moi, je pense effectivement que, outre le fait que la pandémie a suspendu l'élan contestataire du Hirak, on est là-dessus aussi. Cette politique de répression, à mon avis, elle est véritablement l'expression à la fois de la résistance du régime politique à ne plus vouloir négocier, et puis donc tous ces discours qu'on a eu de tendre la main, de féliciter le peuple algérien pour leur courage, leur énergie, etc., ce n'est plus du tout à l'ordre du jour, et s'inscrit totalement dans une politique clairement de fin de non-recevoir, c'est-à-dire donc de tenir compte des attentes de la société et de cette fenêtre qui s'est ouverte sur des expressions alternatives du politique, et tout simplement qui permet de dire et qui est aussi, et à mon avis, l'expression de cette incapacité à proposer des solutions, puisqu'on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la question du système, du dispositif qui est complètement enrayé. Je pense que ça fait partie effectivement de l'enrayage du système. C'est priver le mouvement de ses compétences, de ses idées, de ses forces. C'est empêcher, faire peur aussi. C'est certain, c'est faire l'exemple, mais ça ne fonctionne pas. La majorité des jeunes gens et moins jeunes qui se sont retrouvés en prison ou en mandat de dépôt en sont sortis, et à l'époque où les manifestations avaient encore cours, ont de suite rejoint les manifestations. Maintenant, je reviens à 92 et peut-être même à 62. La question, c'est quoi les règles du conflit, en fait, en Algérie ? C'est-à-dire qu'on a une armée qui est la détentrice de la violence légitime, et on a une impossibilité pour le peuple de contester ce pouvoir par les urnes ou de manière officielle, puisque par définition, le pouvoir politique de l'armée est officieux et elle ne le reconnaît pas elle-même sur la scène politique officielle. L'armée ne fait pas de politique, et si vous voulez vous exprimer, vous avez les urnes. Même si on sait pertinemment qu'il s'agit de pseudo-politique au sens où les élections sont organisées par le haut, on fait appel à la pseudo-participation. Faites semblant de nous croire et on fera semblant de reconnaître votre existence. Maintenant, le Hirak, en affirmant la silmiya, ce pacifisme, il a reposé la question du conflit. C'est-à-dire, si on ne peut pas s'opposer à nos dirigeants de manière pacifique à travers les institutions, que nous reste-t-il ? Et le régime algérien, lui, il répond, il répond donc par la répression, mais aussi par la sécuritarisation du Covid, par exemple. On a eu quand même un ministre de la Santé qui a expliqué au début de la pandémie
que personne n'était autorisé, et notamment les chefs d'unité hospitalière, à communiquer les chiffres qu'ils avaient sous la main, les chiffres du Covid, les chiffres des contaminations et des décès, sous peine d'être emprisonnés. Je parlais des lanceurs d'alerte aussi. Si il est arrivé qu'un professeur à l'université dénonce les conditions dans lesquelles il exerce, et il a été emprisonné. Donc c'est véritablement la seule réponse parce qu'il n'y a plus de possibilité d'établir des règles du conflit d'opinion, mais aussi d'opposition entre le peuple et le pouvoir. Maintenant, ce que je voudrais... Du coup, ça en dit long sur la nature du régime au jour d'aujourd'hui. Et sur aussi le manque de solutions, parce qu'il faut savoir que, là encore, on parle à un niveau méta... à une échelle macro, mais si je ramène l'échelle micro et que j'observe ce qui se passe dans la société algérienne, il y a aujourd'hui une criminalité, depuis même 20 ans, depuis l'ère Bouteflika, une criminalité galopante, des choses, de l'agression des femmes par exemple. Et ce qui est intéressant, et ça l'armée, l'Algérie n'est pas un État policier, ne le gère pas, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de sécuritarisation, comme on a pu le voir en Tunisie sous Ben Ali, etc., de l'espace public. Par contre, ce que l'on voit avec le Hirak, c'est qu'il y a une culture de la dénonciation populaire et solidaire qui s'est mise en place. Donc effectivement, sur la question des prisonniers d'opinion, ça a fait consensus, et je me souviens là encore une fois qu'avoir assisté à des manifestations où les manifestants faisaient des sit-ins jusqu'à ce que la personne qui avait été happée dans la foule par les policiers soit relâchée. Donc il y a vraiment cette idée que c'est la solidarité des Algériens et par les Algériens, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur leur police et sur l'armée malgré le respect et la confiance que les Algériens voudraient pouvoir témoigner et témoignent de toute façon à leur armée en tant qu'institution, parce que ça c'est une réalité factuelle, sociologique en Algérie. Mais donc il y a une culture de la dénonciation et qui va même, et ça c'est vraiment le Hirak qui l'a amené, qui va même au-delà. Aujourd'hui par exemple, eh bien, ce que font les gens sur les réseaux sociaux en Algérie, c'est dénoncer les petites injustices. Et une injustice unique, isolée, c'est exposer son auteur effectivement à des représailles. Mais des petites injustices comme ça qui se cumulent et qui sont exposées et qui appellent au consensus contre justement la hogra, contre quelle qu'elle soit, contre cette injustice institutionnalisée, mécanique, eh bien ça fonctionne. Donc par exemple aujourd'hui en Algérie, les gens prennent des photos des voleurs, des arracheurs de sacs, etc. et les mettent sur les réseaux sociaux. Et ça a donné effectivement lieu à des arrestations par la police. Alors ça peut sembler anecdotique, mais j'essaye de donner corps à ce que le Hirak a pu installer en fait en termes de responsabilisation collective par rapport justement à cette sécuritarisation du politique qui en fait ne répond pas aux demandes quotidiennes des Algériens de vivre en paix et de pouvoir s'opposer politiquement sans avoir la menace et l'épée de Damoclès d'un retour de la guerre civile au-dessus de leur tête. Mais la dénonciation populaire, elle est peut-être pas... Voilà, c'est une dénonciation populaire notamment via les réseaux sociaux qu'on a vu par exemple au Maroc et en Algérie où justement filmer l'abus de pouvoir d'un agent administratif dans une muqata'a ou d'un agent de police dans l'espace public à Tunis, etc. C'est quelque chose effectivement qui sont liés, moi je me dis, il y a eu quand même les grandes contestations de 2011 qui ont permis aussi cette possibilité de prendre la parole via les réseaux sociaux, en ayant beaucoup moins peur, on va dire. C'est vrai que le Hirak a montré ça c'est quelque chose. Mais moi, j'en reviens à cette culture de ce que tu disais, de l'empêchement et de l'attente quand même, qui est un peu l'héritage du régime politique algérien depuis 62 et qui a permis justement, qui a fait en sorte dans cette politique répressive tout azimut et surtout de faire en sorte qu'il n'y a qu'une seule parole publique et celle de l'État, qui a empêché au sein de la société algérienne d'avoir des contre-pouvoirs politiques suffisamment puissants, alors que ce soit un parti politique, que ce soit un média puissant, que ce soit un syndicat qui serait apte en fait à prendre le relais à l'échelle de la négociation avec le régime politique, et qui fait que aujourd'hui, oui, en Algérie, on a une espèce d'immense, non seulement il y a de la lassitude, mais il y a encore cette immense
opposition par rapport à l'injustice. Et on voit justement, notamment dans les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que je suis assez, sur la question de la répression de ces personnes, d'ailleurs femmes et hommes, journalistes ou pas, qui se retrouvent dans une espèce d'arbitraire absolument total. Et la question de l'affaire, justement, de ce tabou qui a été complètement transgressé, de se dire que la police algérienne est tout à fait capable de pratiquer ce genre de choses. Puis ça renvoie à des souvenirs assez terribles. De Walid Nekich, effectivement, cet étudiant donc, de 25 ans qui a été torturé, agressé sexuellement, violé par des membres de sécurité alors qu'il se trouvait dans un commissariat dans l'attente d'être basculé en prison. Son témoignage choque et indigne l'Algérie, je l'ai dit, il bouleverse la société tout entière. Une enquête a du coup été ouverte pour investiguer. Est-ce que cette affaire, en brisant une omerta, constitue un tournant ? Je ne sais pas si elle constitue un tournant. Moi, en ce qui me concerne, c'est qu'elle renvoie en écho très douloureusement à la question de la torture pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est quelque chose... Et pendant les années 90. Et dans les années 90. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la mémoire populaire, des Algériens. C'est-à-dire que la question de la violence d'État, telle qu'elle peut se pratiquer, se décliner, notamment dans ces espèces de violences, notamment sexuelles, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire algérienne. Vous voyez, et se dire que le Hirak, après toute l'espérance et l'enchantement absolument extraordinaire, a pu aussi accoucher d'une répression d'État de cette nature. Je ne sais pas, elle peut peut-être effectivement provoquer autre chose, je ne sais pas du tout. Parce que je me suis dit peut-être que l'Algérie, peut-être que c'est un modèle, que le Hirak algérien pourrait effectivement accoucher peut-être d'un modèle de contre-pouvoir politique qu'on retrouve peut-être pas ni en Tunisie, ni au Maroc, ni dans d'autres pays, et que c'est peut-être ce qui se passe à l'échelle de la société civile, notamment dans son organisation, qui est une organisation, Amel le disait très justement, extrêmement serrée, très dense, très très proche du terrain, avec des collectifs qui ont pris en charge un certain nombre de choses, que viendrait peut-être la solution, ça peut être possible. Des ONG algériennes ont d'ailleurs créé à Alger, samedi 13 février encore, un comité de lutte contre la torture et les violences subies par les détenus d'opinion, y compris les violences sexuelles. Tournant pour vous, cette affaire Nekich ? Oui, non, mais de toute façon, il y a eu pléthore d'organisations qui ont pris en charge un certain nombre de questions, et dont cette question de la répression des détenus d'opinion, et qui ont su en faire un combat collectif. Maintenant, il y a quand même un obstacle ou une limite qu'on avait déjà observé en fait pendant le Hirak. Tout ce qui bouleversera la vie quotidienne des Algériens, tout ce qui bouleversera cette quiétude ne sera pas accepté. Et donc c'est vrai que, on ne va pas se mentir, ce sont les militants les plus investis qui se mobilisent sur la question des détenus d'opinion, même s'il y a réprobation dans la majeure partie de la population. Mais c'est là en fait que se fait qui est vraiment le nœud gordien du problème sur la mobilisation. Il y a eu par exemple pendant le Hirak des appels à la grève générale, alors qui ont été instrumentalisés par l'État aussi pour faire dérailler le Hirak et l'accuser justement d'atteinte à l'unité nationale. Mais eh bien, ça n'a pas fonctionné parce que les gens voulaient pouvoir aller manifester, rentrer chez eux et puis revenir le vendredi d'après. Les Algériens sont dans une situation déjà tellement compliquée, tellement difficile, qu'ils ne peuvent pas être preneurs de plus de déstabilisation. Alors ils se débrouillent grâce aux réseaux de solidarité, grâce aux réseaux familiaux, grâce aussi au clientélisme pour pouvoir survivre, mais il ne peut pas y avoir d'appel à la désobéissance civile, par exemple, qui fonctionnerait. On a aussi vu ce type d'appel pendant le Hirak, par exemple, à ne plus payer les factures à la société Sonelgaz, à fermer les pipelines qui acheminent le pétrole, etc. Bon, toutes ces solutions collectives
très particularisante en fait ne fonctionne plus. Mais il y a aussi, je pense, un temps du débat qui n'a pas été possible en Algérie. Je vais vous prendre deux questions importantes qui peuvent aussi augurer des difficultés du Hirak et donc de ses éventuels représentants ou d'éventuels comités qui agissent au nom du Hirak, de mettre tout le monde d'accord, et de toute façon, ce n'est pas le rôle en fait du Hirak. Si on avait encore une fois des institutions qui fonctionnelles, ces institutions, elles pourraient accueillir cette diversité d'opinions, mais ça n'est pas le cas. Et on demande au Hirak de remplir une mission que l'État devrait normalement remplir. Donc deux exemples. La question par exemple de la démilitarisation. Il n'y a pas eu de débat sur la démilitarisation. Oui, Habinaha, Madaniya, Machi Askariya, nous voulons un État civil et non militaire, mais un vrai débat n'a pas apaisé, calme, populaire, n'a pas été possible. Sur là aussi la question de la redistribution des ressources et du modèle rentier de l'Algérie. Moi, je ne suis pas du tout persuadée que les gens qui étaient dans la rue et qui se reconnaissent comme hirakistes veulent, par exemple, mettre fin au modèle de l'État patrimonial algérien qui subventionne les produits de première nécessité, qui continue, par exemple, d'employer dans une mairie 4-5 personnes pour faire le travail d'une seule. Donc, toute cette... Et je ne crois pas qu'on est dans cette idée que la rente achète la paix sociale, parce que je crois aussi que plus vous donnez et plus les gens réclament. Mais il y a cette relation particulièrement importante entre le régime et la société algérienne qui est que finalement, hada haqna, c'est notre droit, nous avons le droit à ces ressources. Et ça aussi, c'est une question sur la question du travail, de la libre entreprise. C'est des questions qui n'ont pas été... en stoppant le Hirak, si vous voulez, le Hirak a cadré un petit peu ses radicalités et ses questionnements. En stoppant le Hirak et en ne lui donnant pas la place d'être actif et de cadrer justement et d'orienter ces discussions et de permettre ces débats au sein de la société algérienne, eh bien, on a empêché ces débats, mais par contre, la radicalité, elle reste. Et du coup, eh bien, on a plein d'émeutes. Alors, des gens ont marché la nuit, par exemple, pour demander la levée du confinement. Donc, voilà, les manifestations continuent, mais le Hirak, en tant que mouvement, aurait pu et pourrait, si le régime est prédisposé à lui laisser, ce que je ne pense pas, à lui laisser un espace d'existence, pourrait justement permettre cette avancée de la société algérienne à réfléchir, mais en fait, que voulons-nous comme projet de société et que veut-il dire d'être algérien en 2021 ? Les manifestations, elles peuvent reprendre. Vous citez effectivement des marches nocturnes contre alimentées à la fois par le ras-le-bol, lié à la pandémie, etc., à la crise économique et sociale qui devient de plus en plus aiguë et violente pour la population, mais aussi l'anniversaire des 2 ans qui fait qu'il y a des marches qui ont eu lieu comme à Kherata, le berceau de Hirak, où avait eu lieu la première manifestation inédite contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika en février 2019. Ça peut reprendre ? Amel a dit une phrase très juste, c'est-à-dire la question du temps du Hirak, en fait. Le temps du Hirak s'inscrit aussi dans un temps beaucoup plus long de processus contestataires que l'Algérie, depuis l'indépendance, a connu, à des rythmes différents et à des temps très différents. Et que peut-être que ce Hirak, le temps 1 du Hirak, déboucherait sur autre chose, d'autres formes d'organisation, d'autres formes d'opposition, d'autres formes de proposition. Parce que la question, quand on parlait de système bloqué et d'absence de solutions proposées par l'État, peut-être qu'il y aura absolument, peut-être autre chose. Alors moi, c'est l'historienne qui parle et on sait très bien que les révolutions enclenchent des processus extrêmement longs, peut-être parfois même un peu régressifs. On revient à des moments plus compliqués, peut-être plus réactionnaires. Mais là, pour le coup, moi, je suis convaincue qu'avec le Hirak, on s'est engagé. Il y a une page qui s'est tournée. Réellement, alors elle ne s'est pas tournée pour l'État, parce que la pratique politique, elle est la même, la pratique du régime politique, pratique d'État algérien sont exactement la même, mais ce que j'ai trouvé, moi, extrêmement intéressant, c'est que le Hirak a permis, en un temps record, et quasiment en direct, et dans la même action, à la fois d'investir un espace public qui était interdit, d'avoir dépassé la peur, en fait, de l'autorité, d'avoir fait cette expérience collective, et fait finalement on partage les mêmes rejets, les mêmes préoccupations, et
quatrièmement, de faire l'expérience du politique. Voilà. Tout ça en temps record. Moi, je trouve que ce Hirak-là a permis ça, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on compare à d'autres pays où la culture politique se fait par l'école, par les oppositions politiques, par les partis, par une culture citoyenne critique. Là, en un an, en fait, ça s'est constitué. Et à mon avis, l'héritage de cela, c'est un héritage qu'on verra à moyen ou à long terme. Moi, je dis toujours, je suis très inquiète pour l'Algérie à court terme, mais plutôt optimiste pour le long terme. Vous avez raison de voir le verre à moitié plein. Et vous, pour terminer ce débat, Amel, si vous deviez voir le verre à moitié plein, concernant l'Algérie, qu'est-ce que vous retiendriez ? Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup quand même et qu'on n'a pas évoqué, c'est l'isolement de l'Algérie et la manière dont l'environnement et les partenaires internationaux de l'Algérie ont de fermer les yeux en fait. Et là, on va arriver par exemple à presque un an de fermeture des frontières. C'est aussi compliqué pour les Algériens de se mettre en lien avec le monde et je crois que... et on sait aussi que le rôle de la France est quand même aussi déterminant en termes d'orientation des politiques nationales. La politique étrangère se décide aussi à la maison. Mais je pense que, effectivement, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que disait Karima. Le Hirak est un mouvement politique, culturel, dont on n'a pas fini de voir les effets, et puis un mouvement plutôt positif en termes de réenclenchement du politique, ce qui est, à mon avis, ce dont l'Algérie a le plus besoin aujourd'hui. Donc c'est bien une Algérie nouvelle, mais c'est absolument pas l'Algérie nouvelle qui est vantée par le pouvoir. C'est l'Algérie nouvelle de la société algérienne. Oui, et puis c'est surtout l'Algérie, en fait, les Algériens se sont remis à rêver et à espérer une Algérie nouvelle. Qu'elle ait été concrétisée, pas encore, mais cet espoir, effectivement, est fondamental dans la suite des procès et dans l'enclenchement de nouveaux processus sociaux, oui, définitivement. Et moi, je dirais plutôt une Algérie en mouvement qui inaugure une Algérie nouvelle, sans doute, mais sur le long terme, bien évidemment. On va rester sur cette idée d'une Algérie en mouvement qui augure d'une Algérie nouvelle. Merci à toutes les deux. Merci Karima Diresh. Merci Amel Boubaker. À très bientôt au MUSEM pour un nouveau lundi d'après.